Ces dernières années, on parle beaucoup d'Albert Camus. Camus revient ici, en Algérie, où on parle énormément de lui. Et également en France, il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits sur Camus, faisant opposer Camus à Sartre, comme si c'était deux entités tout à fait contraires. Camus est le lieu d'une grande polémique et qui donne à lire justement les relations quelque peu difficiles entre la France et l'Algérie. Camus, si vous voulez, incarne justement une sorte d'ambiguïté, d'ambivalence. Et j'essaierai ici de vous parler rapidement de Camus pas tel que celui dont parlait dans une de ses lettres après le prix Nobel Kateb Yassine. Donc, Albert Camus est un écrivain célébré et contesté en même temps. Il est devenu une figure que l'on convoque à chaque crise, souvent sans l'avoir lu, ou très mal lu, comme Cervantes ou Kateb Yassine. Il est cité, commenté, parfois même insulté, sans que ses textes soient réellement explorés. Dans nos sociétés, c'est-à-dire les sociétés anciennement colonisées, l'Algérie par exemple, ou les sociétés occidentales, les sociétés donc des puissances coloniales, notamment la France, il est devenu courant de juger les intellectuels sans les lire, de les accuser sans nuance ni recul. À chaque tension politique ou identitaire, Camus ressurgit. Certains lui refusent la nationalité algérienne. D'autres la lui attribuent avec ferveur, comme s'il fallait absolument le ranger dans une case. Pourtant, il est mort en janvier 60, au moment même où les barricades s'érigeaient à Alger, où des Français tiraient sur des Français et déniaient le droit aux Algériens leur indépendance, enfermant des millions de personnes dans des camps de concentration. Camus, lui, n'était accepté ni par les Européens, ni par les indigènes. Il était en dehors des appartenances, en marge des identités figées. Sa célèbre déclaration sur le choix entre la justice et sa mère est souvent citée, parfois tronquée, déformée. Il tenta de la nuancer dans une lettre au directeur du quotidien Le Monde, évoquant sa proximité avec l'étudiant algérien qu'il avait interpellé. Il écrit ceci: plus près de lui que beaucoup de Français qui parlent de l'Algérie sans la connaître. Il reconnaît sa maladresse, mais cette tentative de réconciliation reste ignorée. Il était français, un point, c'est tout. Même son dernier roman, le premier homme, est rarement évoqué, alors qu'il révèle un Camus plus intime, plus complexe. Rejeté par les ultras d'Alger, ignoré par le FLN, il semble n'avoir été compris ni par les siens, ni par ses adversaires. Camus n'est ni Orwell, ni Conrad. Et pourtant, chacun veut en faire un symbole, un enfant adoptif de ses propres convictions. Ses admirateurs brandissent ce reportage sur la misère en Kabylie, publié en 1939 dans Alger républicain, où il dénonce un régime d'esclavage sans toutefois attaquer frontalement la logique coloniale. Il s'indigne des salaires insultants
entre guillemets, des journées de travail doublées, entre guillemets, mais son engagement semble davantage humaniste que politique. Il dénonça aussi les massacres du 8 mai 1945 dont le temps et l'humanité rare voix à s'élever contre l'horreur. Camus était un homme complexe et même après sa mort, il fut défendu par des voix qu'il n'avait jamais sollicitées. Certains, comme Michel Onfray, converti magiquement en philosophe, l'utilisent pour discréditer Jean-Paul Sartre, qui était aux côtés de ceux qui se battaient pour la dignité et l'indépendance de l'Algérie, pour le réhabiliter dans une Algérie indépendante. Des écrivains algériens s'en emparent. Kamel Daoud donne un nom à l'arabe dans Meursault, contre-enquête. Abdelkader Jem'i explore ses escapades oranaises. Salim Bachi imagine Camus en voyage vers le Brésil. Salah Gemrich enterre Meursault, dont aujourd'hui Meursault est mort, sort du lot Salah Gemrich, qui ose célébrer la mort définitive de Meursault, qui aurait tué un être fait de chair et d'os. Le père du narrateur qui connaît toute l'œuvre d'Albert et ne le nomme jamais tout en le respectant. Aujourd'hui, je sais, aujourd'hui, Meursault est mort. Mais d'autres qui ne l'ont jamais lu continuent de lui refuser une nationalité qu'il n'a jamais revendiquée. L'Algérie est indépendante depuis 1962, 2 ans après sa mort. On lui reproche beaucoup, à lui mais rarement aux autres. Pourtant, les choses sont plus complexes. On reproche à Camus de ne pas avoir donné voix aux autochtones comme si ceux-ci étaient visibles dans l'espace colonial. Mais ils étaient invisibles, sans identité reconnue, aux yeux des autorités. Toute rencontre était impossible. Deux mondes coexistaient sans se croiser. Pour l'Européen, l'autochtone était un mythe, une silhouette. L'indigène, c'était l'Européen. Camus était français, élevé comme tel. D'autres ont échappé à cette assignation par des choix religieux ou idéologiques, communistes, chrétiens, juifs, anarchistes, trotskistes. L'Algérie coloniale était divisée en deux espaces. L'espace A des colons, rarement fréquenté par les colonisés, et l'espace non A, violé librement par les colonisateurs. Cette séparation spatiale et sociale rendait toute interaction authentique improbable. Même l'étranger, souvent interprété comme un roman de l'absurde, est en réalité profondément réaliste. Il reflète la société coloniale où le colon ne ressent aucune empathie pour le colonisé. L'Arabe tué par Meursault n'est qu'une ombre, une absence. Ce réalisme cru est souvent mal compris. Les Européens d'Algérie vivaient dans une bulle, tandis que la métropole jouissait d'un système démocratique. L'Algérienne était marquée par la censure, le fascisme ordinaire et un lexique zoologique pour désigner les indigènes. Mouloud Feraoun, dans son journal, reproche à Camus cette absence, mais elle est cohérente avec le contexte. Mourad Bourboun aussi. Kateb Yassine évoque ces silences avec consternation. Sartre est plus virulent. Édouard Saïd le compare à Orwell, celui qui aurait dû agir mais ne l'a pas fait. Aimé Césaire, Fanon et Mémy, eux, comprennent mieux Camus, en replaçant ses attitudes dans leur contexte historique et anthropologique. Sur les réseaux sociaux, certains veulent lui retirer une nationalité qu'il ne pouvait demander, lui qui est mort avant que l'Algérie ne devienne indépendante. Il serait plus juste de parler de ceux qui, vivant après 62, n'ont jamais obtenu cette reconnaissance, comme Jean Sénac, qui attaquait violemment Camus. Mais Camus
n'en avait cure. Son parcours, son milieu, son époque ne lui permettaient pas de fonctionner autrement. Il était traversé par une ambivalence propre aux écrivains français nés en Algérie. Même à Alger républicain, il fréquentait peu les autochtones, comme le rappelle l'ancien directeur d'Alger républicain, arrêté et torturé, Henri Alleg. Il raconte cela dans la question. Camus n'était pas Sartre, ni par sa formation, ni par son appartenance sociale, ni par ses idées. Il était peut-être plus proche d'André Gide, qui lui aussi fermait les yeux sur l'exploitation coloniale. Le recueil Rencontre avec Gide 1951 éclaire cette proximité. Camus défendait pourtant son engagement contre le colonialisme. En 1952, il écrivait « C'est ainsi qu'on affirme imprudemment que je ne m'intéresse pas aux victimes du colonialisme, malgré des centaines de pages, qui prouvent que depuis 20 ans, je n'ai jamais mené réellement d'autre lutte politique que celle-là. » Je ferme les guillemets. La colonisation fut accompagnée, soutenue, parfois même exaltée, par une large partie des écrivains, cinéastes et peintres de l'époque. Beaucoup d'entre eux ont trahi les valeurs humanistes qu'ils revendiquaient en justifiant l'entreprise coloniale et en lui offrant une légitimité esthétique et morale. Le discours dominant évoquait une prétendue libération des indigènes perçus comme des sauvages sans histoire ni profondeur. L'idée de Gobineau sur l'inégalité des races et la supériorité de la civilisation européenne imprégnait l'imaginaire occidental, rendant l'autre invisible, sans consistance, sans voix. Dans ce contexte, il faut reconnaître à Camus une singularité, celle d'avoir été le seul journaliste intellectuel à dénoncer les massacres du 8 mai 1945 dans le temps. Ce geste, rare et courageux, révèle une conscience tourmentée, ambivalente, peut-être tragique. Camus est l'homme des ambiguïtés, de la lucidité contrariée, de la morale en tension. La littérature coloniale de l'époque donnait à lire un monde peuplé de silhouettes, d'ombres chinoises où l'autochtone était exclu du territoire symbolique. Le colonisateur en quête de légitimité remplaçait l'autre par sa propre image, son propre mythe. Toute rencontre véritable entre les deux mondes était impossible. Même lorsqu'il convoquait l'indigène, c'était pour mieux le réduire. Un rôle fonctionnel, utilitaire, jamais humain. C'était un numéro. Les écrivains de cette époque fabriquaient une altérité conforme à leur idéologie, à leur conception mythifiée du monde. Le personnage de Meursault, dans L'étranger, incarne cette construction. Il est le produit d'un système de représentation où l'arabe est une absence signifiante, un bloc informe de stéréotypes. Le mythe solaire, mer, lumière, chaleur, traverse toute la production romanesque coloniale de Bertrand à Rondeau et Camus n'y échappe pas. Dans Nos, cette esthétique solaire atteint son paroxysme. Les paysages fabuleux, les espaces lumineux, les noces avec la nature occultent tragiquement la réalité coloniale. Oppression, injustice, exclusion, l'amour de la terre, l'obsession du soleil, l'éruption de la mer devient les symboles d'un humanisme paradoxal, où l'homme colonisé est nié. Cette littérature, centrée sur les préoccupations des colons, évacue l'univers des colonisés, les réduisant à une absence qui fait sens. Le courant algérianiste, et ce qu'on a maladroitement appelé l'école d'Alger, participe de cette logique. Le colonisé est ignoré, considéré comme un étranger sans histoire. Les personnages centraux sont issus des milieux petits bourgeois européens,
Noces, 1938, L'été, 1954, L'exil et le royaume, 1957, L'étranger, 1942, La peste, 1947. Ces romans sont profondément réalistes. L'absence de l'autre y est une présence négative, une exclusion constitutive de l'espace colonial. Camus, dans L'étranger, exprime peut-être inconsciemment cette injustice. Le discours de Meursault, centré sur la mère, révèle une forme de repli affectif, une incapacité à penser l'autre. Et je dis ceci. J'avais eu raison. J'avais encore raison. J'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. Cette phrase, souvent citée, peut être lue comme une critique féroce du colonialisme, qui exclut les indigènes de sa géographie, les réduit à une entité absente. L'arabe dans l'étranger n'est pas nommé, il est un cliché, un stéréotype, un silence. Cette absence est l'expression réaliste de l'oppression coloniale. Camus, malgré ses hésitations, incarne l'intellectuel colonial, incapable de rompre avec les siens. Il voulait être un pont, mais son impuissance l'a enfermé dans une posture ambivalente. Contrairement à Emmanuel Robles, qui s'est montré plus proche des autochtones, leur donnant une âme, une dignité. Sa pièce Montserrat, interdite à Alger en 1948, reprise par le FLN en 1958, est un symbole fort. Elle raconte le sacrifice d'un compagnon de Bolivar résistant à la torture pour libérer son peuple. On y retrouvait, et à l'époque, l'Algérie, la lutte du peuple algérien. Robles, auteur prolifique, membre de l'Académie Goncourt, dirigea la revue Forge en 1951, où collaborèrent Mohamed Dib, Katib Yassine, Jean Sénac, Ahmed Sefrioui, Malik Wali. Il fonda la collection Méditerranée aux éditions du Seuil, révélant Feraoun Idib. Il n'appréciait guère Nejma de Katib Yassine, mais son œuvre témoigne d'une volonté de solidarité, de coexistence. Camus, lui, restait attaché à sa mère, à son monde, à ses origines. Il ne comprit pas les drames profonds de l'Algérie coloniale, sensible à la misère, certes, mais trop peu enclin à dénoncer les crimes. Trop éloigné des indigènes, trop soucieux de ne pas blesser les siens, il incarne cette figure de l'intellectuel moral dans un monde immoral, comme le résume Édouard Saïd dans Culture et impérialisme. Voici donc un homme moral dans un contexte immoral, et le centre d'intérêt de Camus, c'est l'individu dans un cadre social. C'est aussi vrai de l'étranger que de la peste et de la chute. Ces valeurs, ce sont la conscience de soi, la maturité sans illusion, la fermeté morale quand tout va mal. Merci, merci beaucoup.